Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous du développement durable. Conduire une transition juste, intégrons la solidarité internationale. En 2015, l'ONU a adopté les objectifs du développement durable. La communauté internationale s'est donc dotée d'un cadre commun pour penser le développement des économies industrielles et des pays les moins développés. Mais les inégalités ne sont pas pour autant effacées. Au contraire, la crise sanitaire les a exacerbées. Elle aurait même mis à mal une décennie d'efforts et de travail, alors que les États-Unis se replient sur eux-mêmes et quittent l'OMS. Les grandes puissances se livrent une guerre acharnée pour obtenir le vaccin contre le coronavirus, et le multilatéralisme a du plomb dans l'aile. Alors dans ce contexte, comment renforcer la solidarité internationale? Comment faire quand la crise climatique risque encore de complexifier la tâche? Pour en parler aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Fabrice Ferrier, directeur de Focus 2030. Merci beaucoup d'être avec nous. François Guémen, on vous connaît, auteur du GIEC, directeur de l'Observatoire Hugo et président de Climate Voice. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et en duplex, on accueille aussi Béatrice Néré, responsable des relations institutionnelles pour l'Europe du Sud, pour le G20 et le G7 de la Fondation Bill et Melinda Gates. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et on accueille également Moustapha Kamal Gay, coordinateur du programme sur les emplois verts à l'Organisation internationale du travail. Merci d'être parmi nous. Alors, première question pour vous, Fabrice Ferrier. Vous travaillez beaucoup sur la manière dont les citoyens, dont la population perçoit la solidarité internationale. Vous avez mené plusieurs sondages et vous avez notamment fait un sondage sur les Français, les objectifs du développement durable et la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, sait-on ce que savent les Français des objectifs du développement durable? Que dit ce sondage? Alors vous l'avez répété, hein, ça fait 5 ans jour pour jour que ces 17 objectifs ont été adoptés aux Nations Unies par 193 pays et ils devraient guider l'action publique, l'action des citoyens, l'action des entreprises pendant les 15 années suivantes, c'est-à-dire d'ici 2030. Et donc on mène, dans le cadre de notre association, une étude pour voir les perceptions, les compréhensions de ces enjeux internationaux de la part des Français. Et il s'avère que 5 ans après leur adoption, seuls 11% des Françaises et des Français déclarent avoir entendu parler ou lu au sujet des objectifs de développement durable et les connaître. Voilà, 40% d'entre eux disent on en a entendu parler, et on estime que ce sont plutôt les gens qui ont entendu parler de développement durable, donc du coup plutôt la vision environnementale plus que sociale de ces enjeux. Et ce qui nous intéresse, c'est d'accroître en fait cette audience, hein, c'est pour ça qu'on participe à cette rencontre aujourd'hui, et saisir un peu qui sont ces personnes qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Et on a identifié 2 discriminants majeurs. D'une part, il s'avère que les jeunes des 18-24 ans sont beaucoup plus en connaissance de cet agenda 2030, et les personnes les plus diplômées. Donc les 25% des Bac plus 5 ont entendu parler de ces objectifs. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a si peu de personnes qui, justement, 11% des Français qui ont connaissance de ces objectifs? Est-ce qu'on a des idées? Alors nous, on a quelques hypothèses. Bon, c'est un manque de portage politique. Est-ce que vous entendez parler le président de la République, le Premier ministre des objectifs de développement durable à la télévision de manière récurrente? Non. On peut même vous dire que Emmanuel Macron a prononcé 26 fois le mot objectif de développement durable depuis son accès au pouvoir. C'est très peu. C'est très peu, vous l'aurez compris. C'est également le cas des ministères. Donc heureusement, on a le ministère de la Transition écologique qui fait son travail, hein, ce qui est censé porter ses objectifs dans l'ensemble des politiques publiques. Le ministère des Affaires étrangères qui porte la voix de la France à l'international, mais bien obligé de se référer à ce cadre mondial. Le ministère de l'économie et des finances un peu plus, mais le reste, le ministère de l'éducation, de l'agriculture, qui sont au cœur de ces objectifs, ne les mentionne quasiment jamais. Donc ça, c'est un souci. Après, je pourrais aussi parler des journalistes. Ces enjeux paraissent relativement lointains, difficiles à expliquer, un peu techno, un machin onusien. Donc vraisemblablement, il est difficile de s'en emparer, alors même que je pense qu'on va le voir, ce sont des objectifs particulièrement concrets, tangibles, qui devraient guider l'action publique et tout particulièrement les plans de relance. Donc c'est pour ça que nous, avec nos partenaires, on essaie de mettre à l'agenda 2030 cet agenda qui est pour l'instant méconnu. Et je rajouterais une chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à ça. En Espagne, il y a 2 ministres dont le portefeuille mentionne explicitement l'agenda 2030, notamment le vice-président
Pablo Iglesias, le leader de Podemos, il a à son agenda, à son portefeuille, les droits sociaux et l'agenda de 2030. Il y a même une bataille entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Environnement pour savoir celui qui va pouvoir s'emparer de ces enjeux. Et même Pedro Sanchez, le Premier ministre, y fait explicitement référence de manière récurrente. Donc voilà, on va débuter cette bataille en France et on va la gagner. Alors, on parle très peu des objectifs du développement durable. En revanche, on parle beaucoup de la crise sanitaire. On en parle tous les jours, on n'arrête pas. Alors, je me tourne vers vous, François Guémen. On voit que la crise du coronavirus, elle nous a montré que du jour au lendemain, nos dirigeants européens peuvent décider de faire passer l'économie au second plan, de faire voler en éclats tous les grands dogmes budgétaires de Bruxelles qui jusqu'à présent ont été rigoureusement appliqués. Et on a même créé une dette commune inédite pour ce fameux Green New Deal européen, qui est quand même un énorme pas en avant vers la transition écologique. Est-ce que ce coronavirus, c'était le déclic dont nous avions besoin pour enfin se lancer dans la transition écologique, du moins en Europe ? J'aime pas dire qu'on avait besoin de la crise du coronavirus. Ça serait un peu indécent pour toutes les familles qui souffrent, qui ont éventuellement perdu des proches, pour toutes les activités économiques qui sont en difficulté, les commerçants en faillite, etc. Néanmoins, je crois qu'effectivement, cette crise du coronavirus a pu être pour beaucoup une sorte de chemin de Damas, une sorte d'expérience pédagogique en temps réel qui nous fasse prendre conscience de notre impact sur l'environnement et de la manière dont les questions de biodiversité ou de changement climatique, qui sont deux questions au cœur des objectifs du développement durable, quelque part touchaient directement notre mode de vie et donc n'étaient pas des questions cantonnées au registre environnemental, qui est parfois considéré dans un silo, mais touchaient directement nos modes de vie et notre santé, qui est évidemment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et quand on interroge les Français et plus globalement les Européens sur leurs attentes après la crise, on voit par exemple que 7 Français sur 10 ne souhaitent pas revenir au modèle d'avant, mais attendent quelque part un modèle d'après et estiment que la crise, effectivement, doit être l'occasion d'un changement de modèle. Et la crise et la période de confinement nous offrent quand même quelques leçons sur lesquelles nous appuyer. La première, vous en avez parlé, c'est le fait qu'il était malgré tout possible au gouvernement de prendre des mesures radicales, urgentes et aussi extraordinairement coûteuses, avec une crise économique purement artificielle, lorsque nous pressentions un danger immédiat et très proche. La question qu'il faut maintenant se poser, c'est pourquoi est-ce que des questions comme le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité nous apparaissent encore lointaines, nous apparaissent comme une sorte de deuxième vague de catastrophes à venir, alors que ce sont déjà des réalités présentes. Et la deuxième leçon, c'est une formidable leçon de solidarité. Depuis des années, on nous serinait que désormais les vies humaines n'avaient plus d'importance, que seul le profit comptait. Et là, voilà que tout d'un coup, on crée une crise économique artificielle, on plonge en récession, on fait plonger le PIB pour sauver les vies des plus âgés et des plus vulnérables d'entre nous. Et je pense que c'est une leçon de solidarité que nous nous donnons à nous-mêmes, qui est assez exceptionnelle. Et je pense que le sacrifice des jeunes, notamment, n'a pas été assez souligné. Tout ce que les jeunes ont accepté et continuent à accepter aujourd'hui pour protéger les plus vulnérables et les plus fragiles est en soi assez remarquable. Le problème pour la coopération internationale, c'est que face à cette crise mondiale, nous avons eu des réactions strictement nationales. On a même vu des pays qui se volaient des cargaisons de masques sur des aéroports. On a vu une absence de coordination même au niveau européen en matière de gestion sanitaire. On a vu des pays qui se retiraient de l'OMS et finalement, la coopération internationale sort très affaiblie de cette question. Et donc la question qu'il faut se poser, si on veut poursuivre, et il le faut, les objectifs de développement durable, c'est comment nous allons demain pouvoir projeter cette solidarité au-delà de nos frontières nationales. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Juste avant, je voudrais poser une question à Béatrice Néré. Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, très bien. Oui. Alors, votre fondation a rendu récemment un rapport qui fait le point justement sur l'impact de la Covid-19 sur les objectifs justement de développement durable de l'ONU. Et ces conclusions ne sont pas très réjouissantes. D'abord, le coronavirus, vous dites, a stoppé net 20 ans de progrès dans la réduction de la pauvreté et d'amélioration de la santé. C'est quelque chose qui est assez inquiétant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure et pourquoi ?
Oui, vous l'aurez compris, et vous l'avez déjà un petit peu expliqué, cette crise du coronavirus, elle a impacté absolument le monde entier et d'une manière sanitaire plus ou moins forte, et en tous les cas d'une manière économique partout dans le monde. Effectivement, la Fondation s'est penchée sur la collection de données pour pouvoir comprendre un peu mieux déjà l'impact de la crise au niveau mondial. Et effectivement, on a vu que, par exemple, sur les taux de vaccination, il y avait eu en fait un recul de 25 ans en 25 semaines. Et sur tous les indicateurs des objectifs du développement durable, c'était la première année que non seulement on ne voyait pas une amélioration, mais qu'en fait on voyait un retour en arrière extrêmement conséquent. Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté ayant bondi d'au moins 7% durant cette crise, alors qu'encore une fois, dans les 20 dernières années, on avait vu une amélioration. Un autre exemple, c'est que cette crise a aussi effacé 5 ans de progrès sur la lutte contre la tuberculose et le paludisme. Donc c'est vraiment de prendre conscience qu'effectivement il y a un impact sanitaire très clair sur les systèmes de santé, mais sur vraiment une large palette d'interventions de santé qui, depuis 20 ans, voyaient des progrès, certes des fois trop lents, souvent trop lents, mais en tous les cas continus. Et puis l'autre aspect que ce rapport démontre, c'est qu'il y a aussi, évidemment, on le sait, un impact économique extrêmement fort, une exacerbation des inégalités, vous l'avez dit, dans les pays, entre les pays plutôt, évidemment, entre les pays riches et les pays pauvres. On sait que les pays du G20 ont en moyenne pu réinjecter 22% de leur PIB dans les paquets de stimulus qui sont approuvés, alors que l'Afrique subsaharienne n'a pu réinvestir que 3% de leur PIB. Et ils sont aujourd'hui, et c'est l'un des grands sujets qui se posent en ce moment, c'est de savoir comment et par quelle manière pouvoir réinjecter cette liquidité dont tout le monde a besoin en ce moment. Et puis c'est aussi une inégalité qui s'exacerbe dans les pays, qu'ils soient au départ plutôt riches ou plutôt pauvres. En moyenne, une dernière étude de McKinsey a montré que les femmes notamment étaient 2 fois plus susceptibles de perdre leur emploi que les hommes. Et même aux États-Unis, on a vu évidemment aussi que les Noirs et les Latinos disaient de manière significative, avaient 2 fois plus de chances de ne pas pouvoir payer leur loyer que les communautés blanches. Et donc c'est vrai qu'on voit une aggravation un petit peu sur tous les plans, entre les pays et au sein des pays. Et évidemment, la solution, elle doit être multilatérale et mondiale, parce qu'on voit aussi que les solutions nationales ne résoudront pas le problème. On a fait des modélisations, je cite cet exemple pour conclure, c'est que sur une modélisation où un pays riche aurait 2 milliards de doses, les premières doses de vaccins qui seront accessibles dans les prochains mois. Si un pays riche les garde pour lui, entre guillemets, d'une manière égoïste, on pourrait voir le nombre de morts doubler par rapport à une approche multilatérale qui permette de répartir sur tous les pays du monde ces doses de vaccins. Parce qu'évidemment, et ça on l'a bien compris malheureusement, que ces maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières et voyagent et circulent extrêmement rapidement. Et donc c'est vrai que à la fois pour des bonnes raisons évidemment d'équité et d'égalité, c'est important de le faire, mais même d'un point de vue purement auto-centré, les pays n'arriveront pas à rebondir et à repartir si jamais ils ne s'accordent pas ensemble sur une solution qui soit véritablement multilatérale. Oui, alors on en parlera justement tout de suite après de l'impact de cette crise sur le multilatéralisme. Mais quand vous dites tout à l'heure que cette crise a ralenti considérablement les efforts qui avaient été faits dans la vaccination, est-ce que vous nous expliquez concrètement pourquoi ce coronavirus a bloqué tout ça ? Oui, alors déjà,
en fait, il y a plusieurs facteurs. La première chose, c'est qu'il y a quand même eu des demandes de cloisonnement ou en tous les cas d'isolation qui ont fait que les campagnes de vaccination n'ont pas pu avoir lieu parce que effectivement, on veut pouvoir isoler dans un hôpital les sujets malades et ne pas risquer de surcontaminer. Donc, il y a un effet à la fois de consignes, je dirais, venant des autorités du pays et des conseils sanitaires. Et puis, il y a évidemment aussi des programmes qui ont dû être arrêtés du fait du début de cette épidémie. Et puis enfin, le troisième effet, et c'est peut-être le plus difficile à faire repartir, c'est que les gens eux-mêmes ne vont plus voir leur médecin ou à l'hôpital se faire soigner. Donc là, sur la vaccination, c'est vraiment, pour la plupart, ce sont des campagnes qui ont dû être interrompues du fait de l'épidémie. Mais ce qu'on avait vu déjà pour la crise d'Ebola en 2015 et qui risque de se reproduire peut-être à une autre échelle, on l'espère, une échelle moins grande dans les prochains mois, c'est qu'il y avait eu plus de décès dus au manque de soins de santé maternelle et infantile dans les pays touchés par Ebola que le virus Ebola en lui-même. Les femmes n'avaient pas pu aller accoucher dans de bonnes conditions, avec des conditions sanitaires correctes, et donc il y avait eu une recrudescence terrible de mortalité maternelle et infantile. Alors, François Guémen, on vient d'évoquer ce sujet-là de l'enjeu du vaccin. On voit qu'il y a toutes les grandes puissances ont déboursé des centaines de millions d'euros, de dollars, voire des milliards pour préacheter des doses qui n'existent d'un vaccin qui n'existe pas encore, ce qui peut paraître un petit peu fou, mais c'est la réalité. Donc on voit bien qu'il y a le coronavirus a exacerbé les tensions entre les États-Unis, la Chine. En même temps, les États-Unis opèrent un certain repli sur eux-mêmes, ils quittent l'OMS, ils quittent plusieurs organisations internationales. Vous, globalement, au niveau de cette idée de solidarité internationale, du multilatéralisme, quel bilan vous tirez de cet impact du coronavirus sur justement les relations internationales, que ce soit entre les États-Unis et la Chine ou même entre les États-Unis et l'Union européenne? Ce qui m'inquiète le plus pour les relations internationales, c'est l'appétence de plus en plus grande chez les populations, d'une part à la fermeture des frontières et à des gouvernements de plus en plus autoritaires. Quand on sonde les Français aujourd'hui, environ 8 Français sur 10 disent qu'ils se sentent davantage en sécurité avec des frontières fermées et souhaitent que les frontières restent fermées, même lorsque les mesures sanitaires seront relâchées. Oui. Et 8 Français sur 10 disent également que la France a besoin d'un vrai chef. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que tous souhaitent un régime autoritaire, mais on sent bien cette sorte d'appétence à la fois à la fermeture des frontières et à des régimes de plus en plus autoritaires, et des leaders comme Donald Trump, mais aussi comme Jair Bolsonaro au Brésil, comme Vladimir Poutine en Russie ou comme Modi en Inde, ont parfaitement compris effectivement le profit électoral qu'ils pouvaient tirer de ce sentiment. Et donc, alors qu'effectivement, on a senti pendant la crise un besoin de relocaliser certains secteurs de l'économie, moi, ma crainte, effectivement, c'est que la coopération internationale ne fasse les frais de tout cela et qu'on arrive finalement à un stade où les mesures sanitaires, de confinement, de restriction des contacts, de gestes barrières, de bulles sociales ne deviennent une sorte de programme politique et où finalement nous vivions de plus en plus séparés et éloignés les uns des autres, repliés sur nous-mêmes en communautés de plus en plus autarciques. On voit déjà très bien que toute une série d'entreprises sont en train d'abandonner peu à peu l'idée que les gens se regroupent ensemble pour travailler. La quasi-totalité des cours que je donne maintenant sont des cours en ligne et on voit bien comme les universités se disent finalement est-ce qu'on a encore besoin de réunir les étudiants ensemble? Est-ce qu'on a encore besoin de cette expérience sociale qu'est l'université ou qu'est le travail? Et donc moi je crains beaucoup à ce qu'on aille vers des sociétés de plus en plus fragmentées, isolées, et donc vers des pays aussi, vers une coopération internationale de plus en plus fragmentée et repliée sur ses frontières. Et c'est quelque chose qui
qui m'inquiète, effectivement, cette course au vaccin. On a l'impression que chaque pays va vouloir avoir le vaccin pour lui-même et le garder d'abord pour lui-même, comme ils avaient procédé pour les stocks de masques, est effectivement relativement inquiétant. Justement, Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises que si un vaccin était trouvé en Europe, le vaccin serait distribué à tout le monde et qu'il n'y aurait pas de précaré européen. Vous vouliez rebondir ? Est-ce qu'il sera distribué en premier lieu aux populations qui ont la moindre possibilité de maintenir les gestes de distanciation sociale? Est-ce que si ce laboratoire est trouvé par, disons, Sanofi, par exemple, un labo français qui est dans la course pour le moment. Ils sont pas en tête pour le moment. Ils sont pas en tête, mais imaginons que ce soit Sanofi ou AstraZeneca, qui est britannique, si je ne m'abuse. Est-ce que ce vaccin sera distribué en priorité aux populations d'Inde ou du Bangladesh, par exemple, où les mesures de distanciation sociale sont bien plus difficiles à maintenir? Vous avez des doutes, hein? J'ai des doutes. Vous vouliez rebondir sur ce sujet? Je voulais rebondir parce que c'est exactement ça qu'on a essayé de tester, parce que voilà, notre prénotion, notre sentiment, quand on voit ce qui se développe aujourd'hui, c'était qu'il y aurait certainement une tentation du repli national, ce qui serait spontané, on ne peut pas en vouloir aux gens. Dans ce cas de situation, on essaie de protéger sa famille, son quartier. L'expérience nous montre qu'on doit mettre des distances sociales, physiques, qu'on doit fermer les frontières, qu'on doit arrêter de voyager. Donc quelque part, on s'est dit, bon, naturellement, les Français vont à avoir cette tendance à dire, ben voilà, il faut qu'on referme nos frontières. Parallèlement, ce qui a été également mentionné, c'est que cette crise, elle nous montre à quel point nous sommes interdépendants. Enfin, jamais on a compris à ce point à quel point quelque chose qui allait se développer à 10 000 km d'ici pouvait avoir un impact sur notre quotidien. Et c'est ça qu'on a souhaité tester. Je vous avoue que nous, quand on a posé ces questions, on était persuadés qu'il y aurait une tentation du repli. Ce que nous disent ces résultats, hein, donc en l'espèce, là c'est un sondage qui a été porté sur 2000 personnes réalisé en juillet dernier, c'est qu'il y a plutôt une tentation de la solidarité internationale, ce qui est assez étonnant, contre-intuitif de mon point de vue, mais on le voit. C'est-à-dire, les Français disent on est pour plus de solidarité. Mais il y en a 2/3 qui disent aujourd'hui, voilà, qu'on leur demande spontanément, voilà, ce qui est un peu plus compliqué dans la réalité, mais est-ce qu'il faut avoir plutôt un repli ou bien plus de coopération internationale? Compte tenu de la crise actuelle, et donc 2/3 nous disent plus de coopération internationale. Quand on leur dit est-ce qu'il faut renforcer certains pouvoirs plus que d'autres, on nous dit qu'il faut renforcer les pouvoirs des Nations Unies, de l'Union européenne, ce qui est également assez contre-intuitif. Et enfin, ça c'est quelque chose qu'on voit depuis bien avant la pandémie et qui est propre à la France d'ailleurs, c'est que les Françaises et les Français sont de plus en plus en faveur d'une augmentation de l'aide au développement. Donc l'aide au développement, c'est une forme, je dirais, très concrète de solidarité internationale puisqu'il s'agit d'allouer un pourcentage de la richesse nationale aux pays en développement pour mener des programmes en matière de lutte contre les changements climatiques, de lutte contre la pauvreté, d'accès à l'éducation, d'égalité femmes-hommes. Et il y avait 18% des Français qui nous disaient en 2013 qu'il fallait augmenter cette aide. Voilà. Et on pose cette question-là tous les ans et maintenant tous les 4 mois. Et ils sont aujourd'hui 31% à penser qu'il faut augmenter l'aide. Donc c'est intéressant de ce point de vue. Après, comme il a été mentionné, ce sont des attitudes, des perceptions qu'on voit dans les sondages. Il s'agit que demain, il y ait une offre politique qui dise tout le contraire, qui en parle dans les médias, qui mobilise. On voit en Allemagne où il y avait des sentiments d'ouverture totale. Bon, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des partis politiques qui ont instrumentalisé ces situations et qui ont réussi à infléchir l'opinion publique. Mais je dirais que, étonnamment, voilà, il y a un soutien à la solidarité internationale, qu'il s'agisse de soutien financier. On a demandé aussi est-ce qu'il faudrait qu'on soutienne financièrement les pays les plus pauvres à bénéficier d'un système de protection sociale et de santé publique comparable à celui de la France. Là, il y a une volonté quelque part, chacun à travers le monde puisse bénéficier du soutien et des politiques publiques dont on dispose en France. D'accord. Alors les Français qui donc souhaitent, dans leur majorité, plus de solidarité internationale en cette crise du coronavirus, je voudrais poser une question à Moustapha Kamal Gay qui est en ligne avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, je vous entends très bien. Oui, alors les Français qui veulent plus de solidarité, mais les Français qui ont beaucoup râlé il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, je veux parler des Gilets jaunes. On a connu ce mouvement social inédit. Au départ, les Gilets jaunes manifestaient contre l'augmentation de la taxe carbone sur l'essence et sur le gasoil, qui justement était censée financer la transition énergétique. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait s'il y a d'autres politiques ou justement pays où les politiques en faveur du climat et en faveur de la transition énergétique créent des conflits sociaux? Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça à l'étranger? Oui, alors je pense que de façon générale, dans toutes les parties du monde, les sociétés sont en faveur d'une action ambitieuse de leur gouvernement en faveur du climat.
Ce que les populations n'acceptent pas, c'est que ces mesures pour l'environnement se fassent au détriment du progrès social et des revenus des ménages. Donc, dans la plupart des pays, on a vu au Chili, on l'a vu en Indonésie, on l'a vu en Égypte, où il y a eu un enlèvement des subventions qui bénéficient les ménages, et pour des raisons environnementales, souvent, mais qui se soit fait sans prendre en compte leurs implications sociales, les populations sont sorties dans les rues. Donc, c'est une situation qui est commune à tous les pays, mais on a vu de notre côté des cas où il y a eu un dialogue social, une explication des mesures pour l'environnement et de leurs conséquences sociales et de ce que l'État peut faire pour atténuer les conséquences sociales qui pourraient être négatives sur les populations. Les gens comprennent ce que les gouvernements veulent faire et généralement, il y a un appui, disons, un accord des populations. Mais est-ce qu'il y a eu comme ça un autre pays dans le monde où il y a eu autant de crispation sociale de manière aussi forte, justement par rapport à une mesure politique qui est censée financer la transition énergétique? Oui, vous prenez l'exemple du Chili. Vous savez, l'année passée, le Chili devait être le pays qui était supposé accueillir la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a eu des perturbations sociales qui en partie étaient liées à des réformes des prix pour le métro. Donc, c'est la même chose. En France, on a eu une augmentation des prix de l'essence. Là-bas, c'était les transports publics et ça a créé tellement de perturbations sociales que finalement, la conférence des Nations Unies pour le climat, la COP25, a dû être transférée en Espagne. Donc, cela s'est tenu à Madrid. Donc, on a vu dans d'autres pays, c'est le même type de perturbation et de mobilisation sociale des populations contre ces mesures. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas que les populations sont contre une action en faveur du climat, mais ce qu'elles n'acceptent pas, c'est que ce soit fait au détriment du progrès social et que des mesures de compensation, une cohérence des politiques ne se voient pas. Alors, on reviendra tout à l'heure sur ce sujet justement de la transition écologique et de la justice sociale. Mais je voudrais revenir vers vous, François Guémène. On a parlé tout à l'heure justement de la fermeture des frontières. C'est quelque chose qui est quand même inédit, c'est-à-dire que pratiquement au même moment, les pays, enfin en décalé mais dans un laps de temps très court, ont fermé leurs frontières. Tout d'un coup, tout le monde s'est replié sur soi. On a expérimenté quelque chose d'inédit. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce que cette crise dit justement de notre rapport aux frontières? Parce que, en fait, ce dont il est question aussi en seconde main, c'est cette question, c'est notre rapport aux flux migratoires. Parce qu'on sait que la transition écologique, enfin la crise climatique, crée des millions de réfugiés climatiques et ça va encore s'exacerber pendant tout ce siècle. Qu'est-ce qui, selon vous, nous attend là, au regard, en l'état des relations internationales? Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait se produire justement par rapport à notre manière de gérer nos flux migratoires? Est-ce que ça va encore empirer ou est-ce qu'on va se réveiller et se dire, bon, il faut prendre ce problème à bras-le-corps parce que de toute façon, ces gens vont continuer à affluer dans les pays développés? La fermeture des frontières est effectivement intéressante et significative, je crois, à deux titres. Quand on pense à son impact sur les flux migratoires et sur les politiques migratoires. Je dirais, la première chose, c'est que les Européens et plus globalement les Occidentaux se sont retrouvés soumis à des restrictions de leur circulation, de leur mobilité, comme ils n'en avaient jamais connu. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés pour la première fois dans la position qu'ils imposaient depuis des années à ceux qui étaient nés sur la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire celle d'indésirables. D'un coup, je me souviens bien, j'ai été moi-même choqué lorsqu'en mars, le président Trump a décidé d'interdire aux Européens de voyager vers les États-Unis. Et je me suis dit, mais comment ose-t-il? Comment est-ce possible? De quel droit se permet-il de nous interdire, à nous, Européens, qui avons toujours été aux États-Unis, qui sommes dans l'OTAN, qui avons des liens transatlantiques, au nom de quoi est-ce qu'il nous interdit d'aller aux États-Unis? Et puis je me suis dit, mais c'est ce que nous interdisons depuis quasiment toujours à ceux qui sont juste, non pas de l'autre côté de l'Atlantique, mais de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, nous nous sommes retrouvés, en quelque sorte, dans la position d'indésirables. Et je crois que, pour beaucoup, ces restrictions à la mobilité ont, quelque part, été une sorte de révélation.
Le deuxième élément, c'est que dès qu'il y a une crise, nous avons une tendance naturelle à fermer les frontières. Et la fermeture des frontières nous rassure par rapport à notre capacité à gérer cette crise. C'est vrai lorsqu'il y a une crise sanitaire, c'est vrai lorsqu'il y a une crise économique, on a tendance à faire du protectionnisme économique, c'est vrai lorsqu'il y a une crise liée au terrorisme, là encore on a tendance à fermer les frontières et à arrêter Schengen, et c'est vrai bien entendu lorsqu'il y a ce qu'on appelle une crise migratoire ou une crise des réfugiés. Or le problème, c'est que ce qui va provoquer la crise humanitaire avec les migrations, ce qui va provoquer les camps comme celui de Moria, ce qui va provoquer les naufrages en Méditerranée, c'est avant tout le fait que nous fermions les frontières. Et c'est ça que toute une série de leaders nationalistes et extrémistes ont parfaitement compris, c'est que plus ils allaient pousser pour la fermeture des frontières, plus ça allait créer une crise humanitaire insupportable aux frontières extérieures de l'Europe, et plus les gens, se sentant dans un narratif, une rhétorique et un imaginaire de crise, allaient soutenir une politique de fermeture des frontières. Et donc on est aujourd'hui dans une sorte de cercle vicieux où la fermeture des frontières entraîne la crise qui elle-même entraîne davantage de fermeture des frontières. Et pourquoi est-ce qu'on est dans ce cercle vicieux ? Parce que nous n'avons pas encore accepté collectivement que les migrations étaient une sorte de transformation structurelle de nos sociétés. Que les migrations étaient liées à toute une série de facteurs exogènes, la montée des inégalités, les dégradations liées au changement climatique ou à la perte de biodiversité, c'est-à-dire toute une série de problèmes que les objectifs du développement durable essayent précisément de résoudre ou en tout cas d'améliorer. Mais nous restons convaincus que quelque part, les migrations sont un problème conjoncturel que nous devons résoudre, voire même une crise à gérer, et que la meilleure façon de le faire, le meilleur instrument de contrôle et de régulation que nous ayons, ce sont les frontières. Malheureusement, c'est complètement faux d'imaginer que les frontières jouent un rôle de régulation des migrations. Ce qui régule et ce qui détermine les migrations, ce sont les sujets traités par les objectifs de développement durable, précisément. Et donc, de ce fait, on en revient toujours à essayer de vouloir résister aux migrations, et on pense qu'on va pouvoir y résister en fermant les frontières. Je pense que ce que nous devons faire, c'est absolument franchir une sorte d'étape culturelle et nous dire que le mieux que nous puissions faire, c'est d'essayer d'organiser les migrations. Vouloir résister aux migrations, c'est comme essayer d'empêcher la nuit de succéder au jour. C'est une entreprise qui est vouée à l'échec par nature, et donc il faut qu'on parvienne à essayer d'organiser au mieux les migrations, et ça demande du courage politique. Il y a eu ce fameux incendie sur un campement, je crois que c'est le plus grand campement de migrants d'Europe. 13 000 personnes. Voilà, un drame humain sans précédent. Est-ce que vous ne pensez pas que justement cette crise et justement tous les outils qu'elle est en train de nous fournir au niveau justement les nouveaux outils budgétaires, les nouvelles normes qu'on est en train de créer, est-ce que c'est pas justement l'occasion de lancer cette grande politique européenne justement pour complètement modifier notre politique d'accueil des réfugiés, tout ce qui est la question des quotas, etc. Et enfin, aborder ce problème, créer une politique de fond, parce que pour le moment, on a l'impression que chacun se refile le bébé et qu'il n'y a pas vraiment de coordination. Est-ce que c'est pas le début, est-ce que finalement cette crise, c'est pas le début d'une nouvelle ère? On pourrait espérer que ça soit une sorte de moment choc, une sorte de thérapie du choc, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas de politique européenne en matière d'asile et d'immigration, qu'il y a en réalité 27 régimes d'asile très différents les uns des autres qui cohabitent vaille que vaille, et on a l'impression que chacun essaye un peu d'en faire le moins possible et de passer la patate chaude à son voisin. Et ça crée des crispations dans l'Europe, ça crée une montée des nationalismes et une exaspération des populations des pays du sud de l'Europe, en Italie et en Grèce notamment, qui est bien compréhensible. C'est pour ça que la Commission européenne annonce maintenant un nouveau pacte sur l'asile et l'immigration, dont elle a avancé la présentation à mercredi dernier, 23 septembre, précisément en réaction à l'incendie du camp de Moria. Qu'est-ce que ça change alors? Et le problème, c'est que le nouveau pacte ne change rien du tout. En réalité, essaye de faire passer une voiture dont le moteur est en panne depuis 20 ans pour une voiture neuve. Et le problème, c'est que, faute de parvenir à trouver un compromis politique, en réalité, la Commission européenne a cédé aux volontés des pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire ceux qui étaient le plus rétifs à l'accueil des migrants et des demandeurs d'asile, et maintenant propose des choses qui paraissent complètement abracadabantesques. Par exemple, elle propose une solidarité dans les expulsions. C'est-à-dire que les pays pourront choisir soit de participer à l'accueil des demandeurs d'asile, soit de participer à leur renvoi vers les pays d'origine. Et donc, nul doute que les leaders nationalistes se proposeront sans doute eux-mêmes pour aller reconduire à la frontière les indésirables. Et donc, il y a vraiment l'impression, effectivement, comme ce dossier est explosif et suscite tellement de tensions et de divisions dans l'Union européenne, on a l'impression que la Commission
capitule en rase campagne et quelque part cède aux demandes des plus hostiles à l'accueil des migrants, en oubliant au passage une série de valeurs qui devraient fonder son projet politique. Alors, c'est pas fini, les négociations avec les États membres s'ouvrent ce jeudi, donc il va y avoir une période de négociation qui va s'ouvrir. C'est le moment où les différents gouvernements et où donc les populations européennes doivent exprimer clairement que les propositions ne vont faire que aggraver la crise humanitaire. C'est une nouvelle fuite en avant d'externalisation de l'asile et ne vont faire que renforcer en réalité les nationalismes au sein de l'espace européen et donc aggraver les divisions européennes. Donc pour le moment, c'est un acte manqué. Je me dirige vers vous, Fabrice Ferrier. Est-ce qu'on sait, je sais que vous faites souvent ces sondages, est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les préoccupations principales des Français justement par rapport à l'environnement? Est-ce que c'est aujourd'hui la pandémie ou est-ce que ça reste cette crise migratoire ou est-ce que c'est cette crise migratoire dont on vient de parler, ou est-ce que c'est tout simplement le réchauffement climatique? C'est quoi qu'est-ce qui les inquiète le plus aujourd'hui? Donc tous les 4 mois, on interroge entre 2000 et 6000 personnes représentatives de la population française sur les grands défis internationaux qui les préoccupent. Et de ce point de vue, il est assez intéressant qu'en dépit de la crise, parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment un phénomène sociologique total. C'est jamais arrivé, en tout cas de notre génération, qu'un tel phénomène nous frappe simultanément à l'échelle de la planète. Donc de ce point de vue, c'est très intéressant sociologiquement de voir à quel point les attitudes, les perceptions, les comportements sont modifiés. Et on était assez étonnés parce qu'à l'époque, c'est toujours le cas, on propose 10 grands enjeux, qu'il s'agisse des inégalités entre les riches et les pauvres, les flux migratoires, le terrorisme et les conflits, les questions environnementales et climatiques. Et il s'avère que pour la grande majorité des Français, le sujet numéro 1 à l'échelle internationale, les grands défis auxquels il faut faire face, c'est la question des pollutions, de la protection de la biodiversité et des dérèglements climatiques. Encore aujourd'hui. Avant la pandémie. Avant la pandémie, pendant la pandémie. Voilà. Et ce qui est également paradoxal, c'est que le 10e item qui était sélectionné, c'était justement les pandémies mondiales. Voilà, ça retenait absolument pas l'intérêt de quiconque. Donc les citoyens n'ont pas toujours raison, au même titre que les politiques. On a tous été étonnés. Et vous l'aurez compris, évidemment, on voit que depuis que la pandémie s'est répandu à travers la planète, ces enjeux maintenant comptent parmi les défis qui importent. En second, c'était la crise économique, le chômage évidemment, mais quand même il faut voir derrière les dérèglements climatiques et la protection de l'environnement. Et enfin, c'était les questions d'inégalité entre les riches et les pauvres. En France, vous l'avez mentionné, on a eu un mouvement social qui a été particulièrement virulent et je pense de manière générale, les Françaises et les Français n'acceptent pas cette forme d'injustice sociale. La question des inégalités, elle importe. Je ne dirais pas qu'elle est consubstantielle aux Français, mais c'est vraiment un sujet qu'on n'accepte pas de la même manière que dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, cette question-là. Et nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'ils n'acceptent pas ça à l'échelle domestique, mais également à l'échelle internationale. Donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est un ressort qu'on voit si on veut engager des citoyennes et des citoyens sur nos enjeux. La question de l'inégalité, c'est un bon ressort pour les mobiliser. Alors justement, la question de l'inégalité qui est au cœur des préoccupations des Français, je voudrais vous poser une question, Moustapha Kamal Gueye. L'année dernière, lors d'un sommet pour le climat, il y a 46 pays qui se sont engagés à favoriser la transition juste pour marier à la fois les politiques pour le climat et les politiques pour l'emploi. Aujourd'hui, concrètement, quelles actions mène l'OIT pour promouvoir une action ambitieuse en faveur du climat tout en intégrant justement la dimension sociale dont on vient de parler? Quelles actions vous menez pour favoriser ces questions-là? Alors, je voulais dire d'abord que pendant le sommet des Nations Unies sur le climat de l'année passée, l'OIT a été à l'avant-garde de la poussée de la question de la justice sociale comme une dimension intégrante de l'action en faveur du climat. Et c'est ce qui a encouragé 46 pays. Aujourd'hui, nous en sommes à 47. Donc, il y a à peine 15 jours, le Nigeria a pris cet engagement aussi de mettre en place ce qu'on appelle des plans nationaux de transition juste. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que d'un côté, les États relèvent le niveau d'ambition de l'action en faveur du climat, mais qu'on mette ensemble à côté des politiques sociales pour assurer la protection sociale, le développement des compétences, la requalification, pour faire en sorte que on maximise les opportunités de gain d'emploi dans la transition écologique et qu'on puisse minimiser les risques
inévitable de perte d'emploi. Donc, l'OIT travaille à mettre en place un grand processus. Donc, nous venons de lancer un grand programme qui est une action pour le climat en faveur de l'emploi pour accompagner ces pays qui ont pris des engagements. Nous avons essayé de mettre ensemble un comité consultatif international avec des ministres en charge de l'environnement, des ministres en charge du développement et des ministres en charge du travail pour qu'ensemble, on puisse avoir une approche cohérente pour faire avancer l'agenda climat, mais tout en préservant la justice sociale. Un des aspects importants de ce programme, c'est d'abord de commencer par comprendre la nature et l'ampleur des changements qui vont se passer dans le monde du travail en conséquence de l'action climatique. Donc, il faut que les États puissent analyser les impacts sociaux possibles de leur politique pour le climat. Un deuxième élément important, c'est qu'il faut un dialogue social autour de l'action climatique. Il ne faudrait pas que ce soit un agenda exclusivement porté par les ministères de l'Environnement et des Affaires étrangères. Il faut que les ministres en charge du travail, il faut que les acteurs du monde du travail, les organisations patronales, les syndicats puissent faire partie de ce dialogue social, que tout le monde puisse comprendre l'enjeu des politiques que les États mettent en avant et leurs conséquences socio-économiques. Donc, il y a aussi des aspects techniques sur lesquels nous travaillons. Par exemple, comment accompagner les pays pour mettre dans leur plan d'adaptation au changement climatique des éléments de protection sociale. Il y aura des pertes de revenus, il y aura des pertes de récoltes dans des pays en Afrique, en Asie. Comment faire en sorte que ces acteurs qui n'ont pas de protection sociale du tout en ce moment, 70% de la population mondiale n'a pas de protection sociale ou elle a une protection sociale inadéquate. Donc, c'est des gens qui vont être impactés fortement par le changement climatique. Donc, il faudrait que dans ces mesures d'atténuation et d'adaptation, des éléments de protection sociale puissent être intégrés. Il faut aussi renforcer les compétences. S'il n'y a pas de remise à niveau, le potentiel de création de nouveaux emplois, et nous avons estimé l'année passée au BIT que si les États mettent en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique, 24 millions de nouveaux emplois peuvent être créés dans des secteurs liés à l'énergie, au transport et à l'efficacité énergétique. Mais ce potentiel ne peut être réalisé que si nous avons les compétences techniques, les ingénieurs, ceux qui vont développer l'agriculture durable, la construction durable, les conseillers en bâtiment et dans le secteur des services. Donc, cette question des compétences, elle est aussi fondamentale pour faciliter les transitions dans le monde du travail, mais aussi capter ce potentiel important de création d'emplois. Donc, nous travaillons dans beaucoup de ces pays, au Ghana, au Costa Rica, ailleurs en Inde, pour accompagner les pays à matérialiser ces engagements politiques qu'ils ont pris l'année passée. Je voudrais poser une question à Béatrice Néré, si elle est encore avec nous. Tout à l'heure, vous nous avez dit que votre rapport montrait que les dommages économiques, justement liés à la crise, ont accru les inégalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous donner quelques exemples pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit ? Oui, je peux vous en parler un petit peu plus. J'ai donné 2 points, notamment sur les populations les plus vulnérables. Évidemment, en fait, la réaction en chaîne du problème de la crise sanitaire entraîne, par exemple, pour les femmes dans les pays les plus vulnérables, la perte d'emploi, la perte de revenus, la perte totale de pouvoir se nourrir, envoyer ses enfants à l'école, subvenir aux soins de santé. Quand il y a moins ou pas de mécanismes de sécurité sociale, vous pouvez imaginer que c'est toute une famille, voire toute une communauté qui subit ce choc de manière très forte, et que c'est d'autant plus difficile pour justement ces personnes vulnérables de pouvoir revenir dans ce qu'ils avaient construit auparavant. C'est pour ça aussi que c'est aussi important de réfléchir à comment est-ce que la crise va être gérée. Et on a vu notamment que des pays qui avaient déjà mis en place notamment des systèmes de paiement digitaux avec des comptes digitaux spécifiques aux femmes,
pouvait transférer ces aides sociales, justement, de crise, directement dans les comptes en banque des femmes. Ça a été le cas en Inde pour 120 millions de femmes. C'est le cas dans d'autres pays qui sont vraiment à la pointe de ces questions-là. Et donc, on espère que ça pourra être, je dirais, quasiment une sortie par le haut par certains côtés de cette crise. Comment est-ce que dans l'avenir, ça pourrait du coup être plus égalitaire et plus inclusif. Mais je voulais juste revenir sur un point important qui a été l'un des sujets d'une longue intervention de Monsieur François Guéméné sur l'immigration. Je comprends tout à fait le débat et je suis plutôt d'accord avec lui. Je voulais juste qu'on ne se trompe pas de sujet quand même. La question de la fermeture des frontières au début de la crise sanitaire, elle n'est pas du fait d'un repli sur soi parce que... Évidemment, elle est d'abord d'un point de vue sanitaire. C'est-à-dire que de toute façon, il y avait une nécessité de pouvoir limiter la montée exponentielle de cette crise sanitaire et de le faire peser le poids sur les systèmes de santé. Je vais pas vous rappeler les faits. Mais quand même, ça a plutôt fonctionné. On a vu aux États-Unis quand justement ces déplacements, même au sein des États-Unis, n'a pas été limité. Le problème qui se pose aujourd'hui. Donc, qu'il y ait un débat sur l'immigration et ça, et il faut le faire, il faut avoir une vraie politique et ça, je suis bien d'accord. Mais je pense que j'avais un petit peu peur du rapprochement peut-être trop rapide en tous les cas, à mon sens, sur évidemment tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas de traitement, tant qu'il n'y a pas de dispositif de test, et c'était le cas au début de la crise. Pour pouvoir pour pouvoir la gérer au mieux, la distanciation était la seule solution offerte au départ, en tous les cas pour beaucoup en Europe. Et de fait, ben oui, si jamais on peut pas sortir de chez soi, de facto on peut pas voyager. Donc je voulais juste voilà, je voulais juste pouvoir revenir un petit peu là-dessus et éventuellement aussi parler, bien sûr, je suis la première à voir et la Fondation à voir que le multilatéralisme est mis à mal. Il y a aussi des choses qui sont en fait, et on en parle moins parce que ça fait moins le titre des journaux, mais qui en fait se font en ce moment et qui sont vraiment, j'espère, une voie vers une sortie de crise un peu meilleure. Alors justement, on va parler un petit peu de solutions positives avec vous. Aujourd'hui, pour répondre à ces enjeux sur les inégalités, quelles sont les actions? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de votre action sur le terrain, les actions de votre fondation, justement pour éviter que les inégalités ne se creusent davantage suite à cette crise de la Covid-19 ? Bien sûr. Alors la première chose, c'est de pouvoir soutenir les financements sur tous les programmes et toutes les autres priorités qui sont en cours. C'est un point qui paraît évident, mais qui est essentiel à la fois pour les gouvernements et à la fois pour les autres bailleurs de fonds, de ne pas justement être sur cette rétractation dont on parlait. Donc de pouvoir se dire qu'effectivement les autres priorités, il va falloir les redémarrer le plus vite possible et les soutenir. Ensuite, ce qui est très intéressant, ce qui est très positif, je pense, dans ce défi-là, c'est qu'on a vu les organisations multilatérales de santé qui travaillaient sur des priorités très très définies, la vaccination pour Gavi, le sida, le paludisme et la tuberculose pour le Fonds mondial de lutte contre ces pandémies, etc., d'autres organismes. Se rassembler vers une manière de se coordonner et de pouvoir réagir ensemble face à ce défi du Covid d'une manière sans précédent. Ça s'appelle, ils ont donc créé en mai dernier un mécanisme de collaboration qui s'appelle l'ACT-A, et qui va permettre justement de mettre en commun beaucoup des compétences, beaucoup des programmes, beaucoup des systèmes logistiques qui sur le terrain ont déjà permis d'ailleurs immédiatement de pouvoir acheter les matériels essentiels de protection, ainsi que des diagnostics. Et là, on vient justement de pouvoir de nouveau apporter des tests dans les pays les plus vulnérables.
mais aussi d'accélérer le développement, la production et la distribution de manière équitable sur les principes et la stratégie, entre guillemets, développée par l'OMS sur la meilleure répartition et distribution des vaccins quand celui-là sera disponible. Et c'est tout l'enjeu de cette plateforme de collaboration, c'est de pouvoir justement se mettre d'accord avec le plus de pays possible, avec le secteur privé, avec ces organisations multilatérales, avec la société civile, sur comment est-ce que quand un vaccin sera disponible, alors il sera géré et distribué. C'est bien sûr beaucoup plus important de le faire en amont que de le faire au moment où il sera là, parce qu'au moment où il sera là, c'est quasiment trop tard pour pouvoir s'être mis d'accord dessus. Donc, il y a beaucoup de pays, plus de 63 qui se sont ralliés à ce mécanisme de collaboration. Ils sont en cours d'établir ce que veut dire vraiment un bien public mondial, quelle est sa définition et comment est-ce que concrètement, dans leurs choix, dans leurs décisions, dans la mise en opérationnalisation de traitements, diagnostics et vaccins, ça pourra se mettre en place sur le terrain. Oui, parce que c'est un enjeu majeur. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet, c'est celui de la relocalisation de la production. On a beaucoup dit au cours de cette crise de la Covid-19, on a vu les interdépendances entre les États, notamment au niveau de l'approvisionnement matériel médical. Et certains économistes, certains États ont commencé à faire des annonces de relocalisation de certaines productions industrielles. Est-ce que pour vous, cette crise du coronavirus, c'est l'occasion justement à saisir pour relocaliser certaines industries qu'on a délocalisées à l'autre bout du monde et qui justement sont énormément consommatrices de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est l'opportunité à saisir pour relocaliser certaines de nos productions? Un mot d'abord, si vous le voulez bien, sur la question des mesures de restriction et de fermeture des frontières sur la distribution du virus. Bien sûr, c'est un autre sujet. On comprend bien que la fermeture des frontières était liée effectivement à des impératifs sanitaires, mais c'est une des mesures dont l'efficacité est la plus mise en cause dans la littérature. Par exemple, je prends ici ce papier dans Science, publié en 2020 de Matteo Chinazzi et d'autres, qui s'appelle « The Effect of Travel Restrictions on the Spread of the COVID-19 Outbreak » et qui montre que les pays qui avaient limité les vols et restreint leur espace aérien n'ont pas été moins touchés que d'autres pays. Et au fond, il faut aussi pouvoir se demander ce que ça veut dire, cette idée de restreindre les déplacements. Ça veut dire qu'on craint que l'autre n'amène chez nous le virus et qu'au fond, alors que les études ont montré que les avions n'étaient pas des vecteurs particulièrement puissants de propagation du virus, il faut se dire finalement pourquoi est-ce qu'on ferme des frontières aux États, pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas des villes sur elles-mêmes ou des rues sur elles-mêmes et quelque part, qu'est-ce que ça dit de notre sentiment nationaliste? J'en viens maintenant à la question de la relocalisation des entreprises. Effectivement, je crois que ça peut être une occasion, une opportunité pour relocaliser un certain nombre de secteurs de l'économie. On a en particulier parlé des secteurs de l'alimentation, des secteurs de l'énergie et bien sûr des secteurs de la santé. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a eu tendance, et c'est la manière dont l'économie mondiale s'est organisée, à dépendre d'une source d'approvisionnement un peu unique et souvent lointaine pour cela. Je pense qu'il va falloir à l'avenir multiplier les sources d'approvisionnement, ce qui va vouloir dire les avoir plus proches de chez soi, ce qui implique d'une part effectivement la création sans doute de nouveaux emplois, mais encore ici nous ne l'aurons pas. Relocaliser une partie de l'agriculture, je veux bien, mais qui en Europe va être d'accord de quitter le secteur tertiaire pour prendre un emploi dans le secteur primaire? Est-ce qu'on va réussir à trouver suffisamment d'agriculteurs? Est-ce qu'on va réussir à trouver suffisamment d'industrie? Et donc, autant ça peut être une sorte de vœu pieux, autant dans la réalité des faits, dans des sociétés dont la plupart des travailleurs travaillent désormais dans l'industrie de services, et c'est notre cas à tous dans cette pièce, et je suis sûr le cas de la plupart des gens qui nous regardent, qui sera demain d'accord d'aller travailler encore dans l'agriculture ou dans l'industrie? La réalité, si ces biens sont produits à l'étranger, c'est aussi parce que ce sont des emplois que nous avons délaissés au fur et à mesure de notre développement et quelque part nous avons sous-traité la charge de nous fournir ces produits
à des économies qui en étaient encore au stade primaire ou secondaire, c'est-à-dire qui reposaient encore sur l'agriculture ou sur l'industrie. Et donc ça pose une vraie question sur le type d'économie que l'on veut avoir aussi en Europe et sur les questions de développement. On a toujours parfois un peu considéré qu'une économie qui se développait passait par le stade primaire, puis secondaire, puis tertiaire. Est-ce que ça veut dire quelque part que l'agriculture et l'industrie doivent être réservées à des pays qui sont moins développés? Ça, c'est une vraie question. Oui, puis ça pose aussi, je pense, l'autre question qui est que si on relocalise, évidemment, les coûts de production ne seront pas les mêmes. Est-ce que certains industriels sont prêts à payer, à mettre la main en porte-monnaie beaucoup plus cher. Et donc, ça pose cette question-là. Vous pensez que vous, c'est juste une passade, cette idée, ou qu'on va vraiment passer à l'étape supérieure et relocaliser certaines industries? Je pense que c'est une passade. Ouais. Je pense qu'à terme, il y a le signal prix qui restera très important pour les gens. Oui. Et que dans l'immédiat, effectivement, les biens produits ailleurs, c'est-à-dire dans des pays avec une main-d'œuvre bien meilleur marché, des coûts de production bien moindres, resteront moins chers malgré les coûts de transport qui sont non seulement des coûts financiers, mais aussi des coûts environnementaux, on l'a rappelé, et que d'autre part, il va y avoir aussi un grand problème, je veux dire, tout simplement, de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore pendant la crise du coronavirus, on a vu que les agriculteurs se sont trouvés très démunis parce qu'ils ne parvenaient plus à faire venir les travailleurs étrangers. Au point que le gouvernement français a dû inciter certains Français à aller aider les agriculteurs pour la récolte des fraises ou d'autres productions agricoles. Idem pour les emplois verts. On a parlé de la question de la rénovation des bâtiments. Et on sait que la rénovation des bâtiments est aujourd'hui un des secteurs les plus porteurs d'emplois, notamment si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris. La question, c'est quels sont les Français demain qui vont être d'accord de les investir pour aller remplacer des châssis de fenêtres ou remplacer les ardoises des toits. Le secteur de la construction en France, c'est un secteur qui emploie au bas mot 35% de travailleurs immigrés, parce que ce sont des emplois qui sont délaissés par les Français. Et donc, je pense qu'il y a ici une sorte de vérité qu'on ne veut pas savourer, c'est que si ces secteurs, je dirais, sont délocalisés à l'étranger, c'est parce que les Français ne veulent pas de ces emplois. Et donc la grande question, c'est comment faire pour que les Français, demain, aient envie d'occuper ces emplois. Le monde d'après, vous y croyez pas trop, vous? C'est pas que je n'y crois pas. Je pense qu'il y a effectivement certaines choses qui vont se transformer. Je pense qu'il y a certains comportements qui vont rester. Vous y croyez pas? Sur cet aspect-là, j'y crois pas. Par contre, sur l'aspect des pistes cyclables ou des déplacements à vélo, par contre, là, je pense qu'il y a quelque chose qui va rester. Sur le télétravail, je pense qu'il y a quelque chose qui va rester pour le pire et pour le meilleur. Sur les questions de solidarité, je pense et j'espère qu'il y a quelque chose qui va rester. Sur les questions de la relocalisation, j'y crois pas trop. Alors, je voudrais qu'on parle avec vous, Fabrice Ferrier, de l'aide publique au développement. Il y a 50 ans, à peu près, la France s'est engagée à investir 0,7% de son produit intérieur brut à l'aide publique au développement. Or, aujourd'hui, on n'en est qu'à 0,4% à peu près. Emmanuel Macron s'est engagé à hauteur de 0,55%. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est assez technique. C'est en effet une promesse qui aura 50 ans le 14 octobre prochain. C'était l'objet d'une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et certains pays tiennent leurs promesses, d'autres pas. Donc autant célébrer l'action de certains d'entre eux, comme les pays scandinaves, la Suède, il y a la Norvège, également le Luxembourg qui n'est pas un pays scandinave, et le Royaume-Uni. Et nous, la France, on n'a jamais tenu cet engagement. Donc, dans le cadre des élections, un certain nombre de candidats se sont dit, la France va enfin être à la hauteur de son ambition et tenir ses promesses. Et Emmanuel Macron a dit qu'il allait augmenter à hauteur de 0,55%, donc on n'y est pas encore, vous l'aurez compris, notre aide de développement. Ce qui est quand même assez colossal, il faut quand même le dire, en termes de volume, ça représente plusieurs milliards d'euros. Oui. Et plus que jamais, c'est nécessaire. D'ailleurs, quand on interroge les Français, les Français sont, comme je l'ai dit, de plus en plus en faveur d'une augmentation. Et quand on dit comment on peut soutenir les pays les plus fragiles pour lutter contre la pauvreté et avoir des mécanismes de protection sociale, de manière intéressante, ils nous disent l'aide de développement, très bien, mais ils nous disent aussi faire payer leur juste part d'impôts aux entreprises multinationales, ce qui est assez intéressant. Et donc, pour revenir à ces 0,7%, on a fait un calcul, parce qu'en gros, c'est assez complexe, mais je vais essayer d'être pédagogue.
quand on regarde ces 0,55%, donc soit on tient le RNB, et vous allez vite comprendre le problème, auquel cas il y a une augmentation. C'est le PIB, c'est sensiblement le PIB, c'est le revenu national brut, c'est un mécanisme un peu plus complexe que celui-ci. Et donc, il y a une augmentation qui est prévue entre 2020, 2021, 2022. Voilà, on atteint ces 0,55%. Soit on calcule à partir en volume, c'est-à-dire en euros, en milliards, à quoi ça contribue. Vous comprenez qu'avec la récession actuelle, qu'on évalue entre 10 et 12%, tous les trimestres, on ne sait pas trop, de deux choses l'une, soit la France tient sur la richesse du RNB, auquel cas on n'augmente pas beaucoup, puisqu'on a une récession historique qui a lieu actuellement, soit on se dit, voilà, on a mis 100 milliards d'euros dans les plans de relance, les pays en développement et le sort de leur population vaut bien la peine d'un effort également, et on maintient la trajectoire qui était prévue en volume. Voilà. Auquel cas, on pourrait battre un record historique, puisqu'on a calculé qu'on atteindrait sensiblement 0,61%. Donc il s'agirait non seulement d'un objectif qui dépasserait les promesses d'un décideur politique, ce qui est assez unique en matière. Donc évidemment, d'un point de vue personnel, j'espère que la France prendra sa direction. Mais c'est malgré tout difficilement tenable vu le contexte économique. C'est 12 milliards d'euros au regard du budget de la France, 5e puissance mondiale, c'est vraiment une goutte d'eau. Enfin, je veux dire, on est à 0,44%. C'est pas un effort au regard de ce qui est mobilisé aujourd'hui, surtout que la manière dont on s'endette, je pense que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Je pense que c'est quelque chose qui va rester de la crise du coronavirus, c'est que toute une série de choses qui nous paraissaient chères et des investissements considérables vont quelque part être très relativisés. C'est vraiment pas cher. Si vous voyez tous les dérèglements climatiques, sociaux, le travail de la jeunesse en matière de santé, je veux dire, c'est vraiment un tout petit effort par rapport à la stabilisation de régions entières et l'accès à la dignité des personnes, qui à mon avis n'a pas de prix. Béatrice Néré, je ne sais pas si elle est toujours en ligne avec nous. Pour dire là-dessus, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est de se dire que les paquets les plans de relance qui s'élèvent à 12 trillions à peu près dans le monde aujourd'hui seront complètement inefficaces si jamais il n'y a pas une solution durable, bien sûr, à cette pandémie-là, mais surtout à celles qui viendront après. Parce que ça va être l'un des grands enjeux, c'est bien sûr de pouvoir, pour financer ce dont on a besoin pour cette crise Covid, notamment pour les pays les plus vulnérables, en tout, ce serait dans les 35 milliards, c'est-à-dire par rapport à 12 trillions, vraiment un pourcentage vraiment infime. Mais surtout, ça va être dans le monde d'après. Est-ce qu'on apprend véritablement des leçons? On l'avait déjà pas fait sur la crise Ebola. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir la faire sur la crise Covid, c'est-à-dire avoir vraiment un mécanisme en place de surveillance, de détection, de réaction rapide, de production qui permettrait, quand il y aura une prochaine pandémie, d'y répondre vraiment de manière efficace. Donc il va falloir trouver des solutions pérennes au-delà de ces plans de relance qui sont assez incroyables. L'Europe, 750 milliards d'euros, une dette commune pour la première fois. C'est historique, c'est quand même un bon signe, ça, non? Je trouve qu'effectivement, en termes de plan de relance, effectivement, là où il y a eu la réaction la plus positive, à mon avis, elle est venue du côté de Bruxelles avec le plan de relance européen, qui n'est pas juste un plan qui va essayer de sauver l'existant, mais qui va véritablement investir aussi pour le futur. Alors, il aurait pu être encore meilleur et encore plus ambitieux si les pays avares ou égoïstes ne l'avaient pas essayé de tailler en pièces lors d'un des derniers sommets européens au mois de juillet, et c'est regrettable. Mais enfin, il en reste quand même quelque chose. Il en reste une ambition, il en reste un moment politique important, mais n'ayons pas de guerre ici. Partout ailleurs, les plans de relance dans le monde, que ce soit au Canada, en Australie, en Inde, aux États-Unis ou au Brésil, ce sont des plans qui vont remettre une pièce dans la machine des énergies fossiles et qui donc vont souvent offrir une sorte de bouée de sauvetage à des industries qui dépendent de l'énergie fossile et qui ont été très affectées par cette crise. Et donc autant je salue vraiment l'action européenne sur le plan de relance, et là je pense qu'on va vraiment dans la bonne direction avec un moment politique très fort d'unité européenne, autant n'ayons pas d'œillères par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. L'Inde, par exemple, annonce un réinvestissement massif dans ses mines de charbon. Alors, le plan de relance européen, c'est un plan de relance qui est vert. Est-ce que justement, par rapport à ce qui se passe à l'étranger, ce dont vous venez de parler, est-ce que c'est pas l'occasion pour l'Europe de prendre un petit peu le leadership mondial en matière de transition écologique? Ce serait l'occasion, à la condition que l'Europe parvienne à trouver une unité. Et malheureusement, on a l'impression que les sommets européens, quel que soit le sujet,
que ce soit transition énergétique, migration, dette, plan de relance, se termine toujours en sorte de mélodrame ou de tragédie grecque, avec des pays qui font obstacle et qui finalement tuent un peu l'ambition commune. Sur la question de la transition énergétique, c'était largement le cas de la Pologne, dont l'économie dépend encore largement du charbon. Et donc effectivement, le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe ne parvient plus à s'affirmer en leader de la transition énergétique, parce qu'elle est quelque part handicapée par des pays qui freinent et qui l'empêchent d'être un modèle. C'est regrettable. Et aussi qu'elle en est maintenant réduite à trouver comme allié dans la lutte contre le changement climatique la Chine en premier lieu, qui a fait des annonces importantes la semaine dernière, relativement inattendues. Et donc autant je me réjouis aussi des annonces de la Chine, mais là encore je me dis, quelle défaite pour les démocraties que de devoir chercher dans une dictature le principal allié à la lutte contre le changement climatique, parce qu'on ne peut plus compter ni sur l'Inde, ni sur les États-Unis, ni sur le Brésil, ni sur l'Australie. Alors justement, essayons, vous voulez rebondir sur ce qu'il vient de dire? Oui, tout à fait. Ben, je ne serais pas aussi, alors sur le climat, malheureusement, je peux être que d'accord, mais peut-être qu'on ne donne pas assez, on rend pas assez visible l'action de l'Union européenne. Enfin là, il y a un espace colossal et peut-être potentiellement une accélération de l'histoire, tant en matière de solidarité internationale que de construction européenne. Et sur ce dont parlait Béatrice Néré, sur ACTA, donc c'est ce qui est cette réponse coordonnée à la pandémie pour s'assurer que les tests, traitements et vaccins soient des biens publics mondiaux. Là, l'Union européenne a joué pleinement son rôle. Malheureusement, c'est un peu technique, c'est difficile, mais il y a une accélération incroyable. On était au Moyen-Âge, il y a encore 5 mois, en matière de santé mondiale. De là qu'on arrive à s'assurer qu'il y a une coordination entre l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds mondial, Gavi et que le leadership de l'Europe, franchement, s'il n'y avait pas l'UE, il n'y aurait rien. Je veux dire, les États-Unis et la Chine ne participent pas de cette dynamique. Donc là, l'Europe, quand elle est coordonnée, quand elle se met d'accord, elle peut faire part d'un certain leadership. Et je pense qu'il y a vraiment une place à jouer entre les concurrences et les tensions grandissantes entre la Chine et les États-Unis. Voilà, il serait peut-être temps que les Européens se réveillent et prennent l'espace. L'occasion n'arrive pas si souvent. Je voudrais peut-être qu'on finisse sur une dernière question, celle des États-Unis, de l'OMS. Les États-Unis qui ont quitté l'OMS, c'est un signal assez négatif qui est envoyé à la communauté internationale quand on claque la porte d'une grande organisation comme celle-là. On a vu qu'il y a eu des accusations des États-Unis ont accusé l'OMS d'avoir été instrumentalisée par la Chine, etc. Là, il va y avoir les élections aux États-Unis, les élections américaines. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, si Donald Trump est réélu, est-ce qu'il pourrait inverser, changer de politique, changer son fusil d'épaule, ou est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il pourrait continuer sur cette lignée du repli sur soi et de ce repli sur soi national? Vous pensez qu'il va continuer sur cette lignée, Donald Trump? Je pense d'abord qu'il va être réélu. Ouais. Et que effectivement la situation actuelle de chaos et de violence aux États-Unis quelque part sert ses intérêts. Il a tout compris de Machiavel, de la maxime de diviser pour mieux régner. Et donc plus il va y avoir de chaos, de protestations, de violence, plus le pays va être divisé en deux camps, plus ça va lui profiter, je crois. Et donc malheureusement je ne parierai pas sur l'élection de Joe Biden, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il va bien entendu continuer dans cette voie. Vous avez rappelé que les États-Unis se sont retirés de l'OMS, ils sont également retirés de l'UNESCO, retirés de l'accord de Paris, retirés de la Commission des droits de l'homme, retirés du pacte de Marrakech sur les migrations, c'est-à-dire tout ce que nous avions essayé de construire comme institution internationale pour faire avancer notamment les objectifs de développement durable. Ces organisations sont essentielles à la poursuite des ODD, eh bien, ils s'en retirent et je pense qu'il y a vraiment une sorte de lame de fond nationaliste qui d'ailleurs ne touche pas que les États-Unis, mais touche également d'autres démocraties et c'est très inquiétant. Alors, nous, alors je parierai pas, je ferai pas de pronostic entre Joe Biden et Donald Trump. Oui, les sondages, il y a ce qu'ils disent actuellement, mais vous connaissez le système électoral américain, il rend les choses beaucoup plus complexes qu'un sondage, et probablement la surprise qu'on a eue il y a quelques années. Donc, et les sondages de Clinton étaient meilleurs il y a 4 ans que ceux de Biden aujourd'hui. Donc là-dessus, je ne prendrai pas de risque, mais en revanche, on a fait un sondage sur ce que pensaient les Français du retrait américain, la décision du président Trump de se retirer de l'OMS. Il y a 46% des Français qui nous disent que voilà, ils sont tout à fait en désaccord avec cette décision. Donc c'est assez intéressant, et même parmi les électeurs du Front National, il y a un partage égal entre un accord vis-à-vis de cette action de Donald Trump. Je crois comprendre que
que Joe Biden a dit que les États-Unis resteraient à l'OMS. Cette décision, elle doit être prise, je pense, en juillet de l'année prochaine pour formaliser ce départ. Donc là, la question demeure posée. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure pour le dernier rendez-vous du développement durable.